Bienvenue au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, pour stimuler votre créativité et vous donner envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors aujourd'hui, avec Gwenaëlle, on avait envie de vous parler du succès. C'est quoi le succès pour un artiste? Comment le mesure-t-on? Est-il important ou nécessaire pour continuer son parcours d'artiste? Et si on n'atteint pas le succès désiré, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il des clés pour atteindre le succès? Voilà, ça c'est l'ensemble des questions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Et on va commencer déjà par définir c'est quoi le succès. Qu'est-ce que tu en penses, Gwenaëlle? Globalement, on peut distinguer deux définitions du succès, en fait, deux sens. Le premier, le plus évident, c'est le fait de voir ses objectifs ou ses attentes atteints, en fin de compte. Et puis, le deuxième sens, eh bien, c'est le fait, aujourd'hui, notamment dans notre époque où on est vraiment tourné vers les réseaux sociaux, l'audience et tout ça, c'est le fait d'avoir une audience nombreuse, favorable, d'être reconnu du public, de faire partie des influenceurs, des people, des gens comme ça. Donc ça, c'est un peu les deux gros morceaux de ce qu'on met sous le mot succès, en fait. Ouais. Je pense une fois qu'on a trouvé un peu une définition du succès, ce qui est important de comprendre, c'est comment on va mesurer ce succès. J'avais trouvé un article qui parlait de 3 axes principaux pour mesurer le succès et je trouve que c'est relativement approprié et tout le monde arrive peut-être à s'y retrouver. Et ces trois axes sont l'excellence artistique, la reconnaissance et la stabilité financière. L'excellence artistique, quand on parle d'excellence artistique, on parle de développer une technique ou approfondir un sujet. C'est quelque chose que l'artiste se fixe un peu comme un objectif pour lui-même. Et l'excellence artistique va quelque part aussi influencer la reconnaissance, qui est le deuxième axe. Et la reconnaissance, c'est le retour qu'on va recevoir du public, que ce soit de notre entourage le plus proche ou le vaste public si on décide d'exposer, ou les réseaux sociaux. Et finalement, la stabilité financière est le troisième axe, et je pense que ce troisième axe est fondamental, puisqu'il faut vraiment définir en tant qu'artiste ce qu'on souhaite faire avec notre art. Est-ce qu'on souhaite vivre de notre métier? Est-ce qu'on peut se satisfaire simplement de se retrouver dans les frais, donc de couvrir les dépenses pour le matériel qu'on utilise? Ou est-ce qu'on peut aussi s'accommoder de pouvoir juste se payer un restaurant de temps en temps? Donc, dans ces 3 axes-là, on arrive à trouver des sources de motivation pour nous. Et c'est à travers ces formes de motivation, ces éléments de motivation qu'on va pouvoir aussi définir qu'est-ce qui est la réussite pour nous-mêmes. Voilà, donc en gros, c'est sur ces 3 axes-là qu'on va agir pour définir ensuite les activités qui viendront nourrir nos axes de motivation. Oui, et quand on parle de succès aujourd'hui pour les artistes, on a tendance à faire un amalgame entre l'artiste et l'entrepreneur. On parle même de ce mot un peu barbare qui serait un artpreneur en fait. Et en faisant des recherches sur le succès des artistes, moi je suis tombée sur un article sur le site amelie.fr et sont listés les 21 pouvoirs de l'artiste à succès. Alors tu vas voir qu'il faut être un surhomme ou une surfemme. Donc il faut présenter une production élaborée et féconde en émotions. Donc là déjà, si tu veux, moi ça me pose un problème parce que l'émotion que tu vas déclencher chez les gens, tu la maîtrises pas. Donc ça peut être effectivement fécond en émotion pour toi, mais après, l'effet que ça va avoir sur les autres, bon. Travailler passionnément. Je pense que là, c'est évident. Hein si on est artiste, forcément, on est passionné par ce qu'on fait, parce que vu les difficultés et les obstacles et tout ce qu'on peut rencontrer sur son chemin, si on n'est pas passionné, on arrête très vite. Satisfaire sa créativité compulsive, il faut apprendre continuellement, être en éveil, penser comme un artpreneur, apprécier l'indépendance, s'exposer au public, aimer les défis, déterminer ses limites, affronter les risques et les échecs, s'engager quotidiennement, posséder une vraie conscience professionnelle, communiquer obligatoirement, cultiver les réseaux sociaux, interagir avec les autres artistes,
En numéro 17, on trouve équilibrer vie pro et vie perso. Ah enfin, l'artiste a une vie personnelle. Ben, on est bien content de le savoir. Hein. Alors après, il faut positiver. Donc là, si tu veux, d'accord. faut positiver. Ok. Voilà. Bon. On croise les doigts, quoi. Bah, je sais pas, je sais pas pourquoi il faut positiver. En 19, il faut s'aérer l'esprit. Bah oui, tu m'étonnes, il y en a un petit peu besoin. Et en 20, s'appuyer sur des personnes de confiance. Et en 21, vivre de son art. Et donc, l'article se termine sur cette phrase, sur ces phrases. L'artiste qui réussit est une personne créative qui entreprend, qui s'active et qui pense son travail artistique comme une jeune entreprise innovante. Rien de nouveau ou de magique dans tout cela, car tous les chefs d'entreprise le font déjà. Donc, en fin de compte, quand tu es artiste, si tu te comportes comme un chef d'entreprise, d'après cet article, eh bien, normalement, tu dois y arriver. À part que, entre un chef d'entreprise et un artiste, il y a quand même quelques petites différences. Déjà, il y a pas mal de chefs d'entreprise qui boivent la tasse, hein, ils ne réussissent pas tous. Et puis, deuxièmement, un chef d'entreprise, il s'occupe de son entreprise, rarement seul, parfois ça arrive, et il n'a pas une œuvre artistique à créer en parallèle. Au-delà de ça, les entrepreneurs qui démarrent, les startups, les choses comme ça, ben, en général, ils sont aidés, ils sont accompagnés. Quelquefois, ils bénéficient de subventions. Ils ont des réductions d'impôts. Enfin, ils ont des choses qui leur permettent de décoller. Et puis, surtout, une entreprise, elle vend des produits qui répondent à un besoin chez les gens. L'artiste, est-ce que son travail répond à un besoin chez les gens ? On ne peut pas parler de besoin. Non. L'artiste, il vend du rêve, il vend de la beauté, il vend du coup de cœur, il vend du superflu. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être chef d'entreprise. On ne peut pas mettre les artistes et les chefs d'entreprise dans les mêmes cases, en fin de compte. Alors, comme on le disait, il y a aussi une histoire de revenus, de stabilité financière. Donc, dans tout ce que j'ai énuméré, évidemment, il y a des choses, si on arrive à les faire, si on peut les faire, c'est très bien. Si on veut vendre son art, effectivement, il faut s'exposer, il faut être capable de recevoir des critiques, enfin, il faut travailler sur soi, enfin, tout ça, c'est vrai. Mais je crois que c'est un peu dangereux quand même d'assimiler les deux et de dire si tu es artiste et que tu réussis pas, c'est parce que tu t'actives pas assez et que tu positives pas assez. Tu positives pas assez, voilà, exactement. Et là, je pense que ça peut être dangereux parce que on amalgame deux choses, deux comportements qui sont quasiment à l'opposé, quoi. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, cette liste, après, je pense qu'il y a quelques éléments qui sont intéressants, Oui, bien sûr, qui peuvent oui. être utiles. Mais moi, c'est l'accumulation. Je me suis dit, voilà, mais là, c'est ça. Je pense que ce serait peut-être plus utile d'utiliser cette liste comme une checklist, c'est-à-dire que régulièrement, on fait le bilan un peu de notre activité et puis on peut se poser la question, ok, là, je n'ai pas vraiment atteint mes objectifs, qu'est-ce que je peux oublier de faire, qu'est-ce que je peux faire mieux? Et donc, je pense que cette liste, ça peut être un rappel des choses sur lesquelles on peut s'investir davantage, mais de se dire qu'il faut absolument cocher toutes les 21 cases pour réussir, je pense que je te rejoins complètement, on n'est pas des chefs d'entreprise, on ne le vit pas de la même manière, et ce qu'on propose, les œuvres sont pas, comme tu disais, des choses qui ont une utilité particulière à part apporter du beau et être accroché sur des murs. Donc c'est plus difficile différent, de se sûr. créer un marché. On ne vend pas des produits. Non, on ne vend ça. pas des produits ou des services. Voilà. Donc c'est. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a un petit peu dérangée dans le premier point, c'est présenter une production élaborée. Voilà. Alors, c'est un raccourci de dire on produit, mais les artistes, ils créent, ils produisent pas. Ouais. On n'est pas des machines, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, donc il faut faire attention parce que c'est vrai que on vit dans une société qui a cette vision du succès entrepreneurial, en fait. On vit dans une société de consommation. Donc, ceux qui réussissent, c'est ceux qui font marcher cette société de consommation, en fin de compte. Et donc, qui sont portés un peu en héros de la société. Si tu peux te payer une Rolex à 50 ans, t'as réussi dans ta vie. Et ben voilà, bon. Alors, t'as pas ta Rolex, Sabina ? Mais voilà, alors maintenant, après, il faut savoir si on a envie de définir sa vie en fonction de ces critères-là ou pas, et si on adhère à cette définition du succès, ou si on a envie d'élaborer, en fait, sa propre définition du succès, parce que je crois que c'est aussi
à chacun de s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire le succès pour moi? Qu'est-ce que c'est réussir? Qu'est-ce que c'est échouer? Je pense qu'il y a des questions qu'il faut se poser aussi par rapport à sa pratique, par rapport à ce qu'on a envie d'en obtenir. Oui, puis pour revenir sur les mesures du succès, donc les 3 axes que j'ai mentionnés tout à l'heure, selon où on se situe au niveau de l'excellence artistique ou de la réussite financière ou de la reconnaissance, ça va nous obliger à faire des activités ou pas annexes à notre pratique artistique. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on veut vivre de notre travail, c'est clair que là, oui, il y a des choses qu'il faudra faire qui n'ont rien à voir avec l'art. On va être obligé à apprendre à faire du marketing, à créer des brochures, à créer des flyers, Oui. à communiquer, apprendre à mieux parler de soi, mieux parler de son travail. Donc il y aura des choses à faire et c'est vrai que quand on aligne nos sources de motivation avec les activités qui en découlent, on peut aussi réajuster du coup nos motivations. Parce que si on s'entête à se dire je veux absolument gagner ma vie avec mon travail et qu'en fait on réalise qu'on va passer la moitié de notre temps à faire du marketing, à faire de la com et que c'est pas quelque chose qui nous convient, bah on va se dire ok alors soit je paye quelqu'un d'autre pour le faire pour moi ou alors peut-être il faut que je revoie un peu mon objectif de base. Donc ce dialogue-là, il faut constamment l'avoir avec soi-même et aligner nos motivations avec les activités et trouver un équilibre. Et trouver un équilibre dans la pratique avec la vie personnelle et les objectifs professionnels. Voilà, c'est vraiment, il faut jongler ces choses-là et c'est pas évident. Et donc je pense pas que on puisse se fier à une recette de 21 choses à suivre et se dire voilà, je les ai toutes faites, c'est bon, il est où le succès quoi. Bah oui, exactement. C'est ça la question qu'on risque de se poser au bout du compte. Parce que, en fait, ça marche pas comme ça, en fin de compte. Et puis, si on regarde les gens qui ont du succès, les gens qui réussissent, on s'aperçoit que rares sont ceux qui réussissent ex nihilo. En général, il y a des parents qui sont influents ou qui ont un réseau qui a permis à la personne de démarrer dans la vie. Parfois, il y a de l'argent dans la famille, il y a un héritage familial qui vient et qui permet de se lancer. Il y a un coup de chance, on rencontre un mentor qui va nous aider. Enfin voilà, donc c'est un peu dangereux de laisser croire aux gens que la réussite ne dépend que d'eux, en fin de compte. Et quand même, il faut savoir qu'en France, il y a 53% des artistes-auteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté, alors que le niveau, au niveau de la population générale, c'est 8%. Donc c'est dire à quel point c'est difficile d'avoir du succès si on se réfère à des considérations financières en tant qu'artiste aujourd'hui, qu'on soit peintre, qu'on soit sculpteur, qu'on soit auteur, dans tous les métiers, c'est extrêmement difficile, c'est très mal payé. Et en France notamment, pendant très longtemps, ce qui a prévalu, c'est on vous donne un espace d'exposition, donc soyez contents parce qu'on vous permet de montrer votre travail, mais vous ne serez pas payé. Vous allez animer une table ronde en tant qu'écrivain, soyez contents parce que vous allez pouvoir parler de votre livre et on ne va pas vous payer. Donc tout ça, ça commence à changer un petit peu, il y a des chartes et il y a des choses qui sont mises en place. Mais jusqu'à maintenant, les artistes devaient quand même vivre d'amour et d'eau fraîche, et quand on leur donnait l'occasion de montrer leur travail, déjà on avait l'impression de leur faire un cadeau inestimable, quoi. Donc ça dit bien aussi, c'est l'ambivalence de cette société où on parle de succès, on parle de réussite, où il faut briller, où il faut avoir sa Rolex, et dans le même temps on considère un peu les artistes comme des gueux, quoi. Des gueux, c'est-à-dire démerdez-vous, faites avec ce qu'on vous donne, vous n'êtes pas content, tant pis pour vous, quoi. Donc on vous donne pas les moyens de travailler, on vous aide pas particulièrement. Faut savoir que les gens il y a des appels à projets quelquefois dans les communes, comme ça. Faut savoir que la rémunération qui est donnée, elle est à peine supérieure au SMIC, quoi. Bon, est-ce que vraiment le travail d'un artiste, ça mérite le salaire minimum ? Là, moi, ça me laisse un peu en colère et énervée parce que je me dis, voilà, si on considère les artistes comme ça, effectivement, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, ça peut pas, dans la population générale non plus.
on peut pas avoir une bonne image des artistes, on peut pas les aider parce qu'on a l'impression que ça sert à rien, que ce qu'ils font sert à rien, que c'est des gens qui travaillent quand ils ont envie. Et donc ça, c'est quand même... ça pose la question quand même du statut des artistes Ouais. dans ce pays en général. Oui, oui, et c'est vrai qu'en regardant un peu sur Internet sur le sujet du succès des artistes avant cet épisode, j'ai trouvé différents articles et différentes vidéos qui donnent toujours des recettes. Voilà les 6 choses à faire absolument. Voilà les 5 conseils cruciaux à suivre. Et je trouve c'est un peu de se fier à ces articles, c'est un peu un piège parce qu'on culpabilise énormément si on se dit ah ben, moi j'ai pas fait ça. Et alors, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas un bon artiste? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas un bon entrepreneur? Donc, je prendrai tous ces conseils, toutes ces listes comme un point de départ, peut-être un point de réflexion. Ouais, exactement. Voilà, on peut mesurer un peu ce qu'on est en train de faire et se dire peut-être qu'on peut faire mieux. Donc, on peut s'inspirer peut-être de ces idées, mais pas se fier absolument à ça. Donc, et moi, justement, je suis tombée sur un autre article que j'ai trouvé beaucoup plus pertinent. Il s'agit des choses il faut absolument pas faire pour faciliter son succès. Et donc, 9 choses sont proposées à ne pas faire. La première, c'est arrêter de se dire que ce n'est pas assez. Donc, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de place. Ah oui, mais j'ai pas assez d'argent. Ça, Et c'est une excuse qui est souvent invoquée par les gens qui disent ah ben j'ai envie de me mettre à la peinture, mais voilà, j'ai pas assez de talent. voilà, Ça j'ai c'est. pas assez de talent, souvent j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de place, je sais pas faire. Ouais, Donc oui, voilà. effectivement, Donc, c'est sûr que si on commence comme ça, on n'y arrive pas. non, ça c'est clair. Et la deuxième chose, c'est arrêter la comparaison avec les autres. C'est vrai que c'est important d'éviter de faire ça à tout prix. Et plutôt, ce qui est plus utile, c'est de se comparer à soi-même. C'est-à-dire que si ça fait déjà un certain temps qu'on peint, on peut comparer ce qu'on a fait il y a 2 ans à ce qu'on fait aujourd'hui et voir si effectivement il y a une évolution dans le travail. Ouais. Et ça, c'est un meilleur barème que d'aller regarder ce que font les grands artistes et se dire ah mais moi je suis pas capable de faire ça, je sais même pas par où commencer pour faire ça. Ça c'est pas utile, ça Non. c'est pas quelque chose qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Non, je crois qu'il faut mettre sur son ordinateur ou sur son bureau un post-it où il y a marqué comparaison égale poison. Voilà. Comme ça, on se rappelle, parce que c'est vrai dans l'art, mais Ouais. c'est vrai physiquement. Hein, le nombre de femmes qui sont malheureuses dans leur corps parce qu'elles se Oui. comparent à des images qui sont photoshopées et tout ce qu'on veut, et des gens, voilà. Donc, et il y a plein de domaines comme ça où on va se comparer et ça va nous rendre vraiment malheureux. Donc, comparaison égale poison. Voilà, c'est bien noté. Ensuite, le troisième point, c'est arrêter de trouver des excuses. Donc, c'est vrai que la plupart des artistes qui ont du succès, qui ont réussi dans leur vie, qui sont connus, c'est des gens qui travaillent énormément, qui ont une certaine rigueur dans le travail et ils sont constants. Et donc, si on veut atteindre un certain niveau de succès, il faut absolument travailler dur. Il faut arrêter de trouver des excuses pour ne pas le faire. Alors, Ça, il faut travailler, ça il faut c'est travailler. sûr. Il faut s'y mettre très régulièrement. Après, travailler dur, je sais pas, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être investi dans ce qu'on fait, quoi. Et c'est vrai notre cerveau a une capacité à trouver des excuses en permanence. Des fois, ça me laisse vraiment admirative. Oui, puis en tant qu'artiste, souvent on travaille chez soi. Ouais, ouais. Donc On travaille seul, on est chez travaille seul, soi. on est chez Ouais. soi, mais on a voilà, la famille à côté. Et c'est vrai qu'on a plein de choses qui peuvent venir interrompre ce qu'on est en train de faire dans l'atelier. Alors que si on va dans un bureau, ben voilà, on est au bureau, on nous laisse tranquille, on nous Exactement, laisse faire ouais, ouais. notre travail. Et donc, en tant qu'artiste, c'est vraiment important ça rejoint un peu ce qu'on avait discuté dans un autre épisode, mais c'est de trouver son temps, son espace pour la pratique et de ne pas laisser d'autres choses extérieures venir empiéter sur Ouais, cet ouais, il faut espace-là. vraiment bloquer un temps
tous les jours ou toutes les semaines ou je sais pas. Enfin, il y a ça. Après, quand on interroge les artistes, chacun travaille vraiment comme il a envie. Il y en a, ils vont bloquer 2 jours dans la semaine, ça va être création toute la journée, et puis les autres jours ils font autre chose. Il y en a, c'est le soir, en rentrant chez eux après le boulot, ils prennent 1 heure et puis là c'est le moment créatif. Je discutais avec les personnes dans mon groupe sur Facebook. Il y en a une, elle me disait, moi ma voiture c'est mon bureau quoi, c'est mon atelier. Le midi, à la pause de midi, en fait, elle va dans sa voiture et puis elle fait des petits dessins, elle fait des croquis et voilà, parce que mais c'est chouette. ouais, voilà, parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas forcément le temps avant, après. Donc voilà, il faut trouver des moments et arrêter de se trouver des excuses. Voilà. Mais ça, c'est ouais. Et donc, il ne faut pas travailler tout le temps. Ça, c'est le 4e conseil. C'est vrai qu'au-delà, alors certes, on vient de dire qu'il faut travailler. Moi, j'ai même poussé la chose plus loin en disant qu'il faut travailler dur. Mais il ne faut pas le faire tout le temps. Non. Il faut aussi s'autoriser des temps de pause, des moments où on va aller chercher des sources d'inspiration. Et on s'aère la puis tête des un moments peu. où on va rien faire, quoi. Ouais. C'est vrai que Ouais. là, moi, je suis en contact avec des artistes, une qui est en Norvège, l'autre qui est anglaise d'origine indienne, qui habite à Vienne, qui s'appelle Sonal. Et elle disait, là, au mois de juillet, moi, j'ai pas pensé au travail, j'ai pas travaillé, j'ai rien fait, j'ai fait un break parce que j'en avais besoin, quoi, parce que j'étais fatiguée, et puis parce que ça permet aussi c'est bien d'oublier un peu, de se sortir ça de la tête, et on est content de le retrouver après, quoi, en fait. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est hyper important. Mhm. Et c'est pas du temps perdu, c'est pas du temps gâché, c'est pas de la paresse. Je pense qu'on a... La création, ça demande quand même un travail intellectuel qui est assez important, et c'est assez fatigant. Enfin, je sais pas toi comment ça se passe, mais moi, quand j'ai passé 2-3 heures dans mon atelier, j'en ai marre, quoi. Il faut que je fasse autre chose parce que je me sens fatiguée. Et quelquefois, je me sens fatiguée physiquement. J'ai besoin de manger un truc sucré parce que je suis un peu en perte de vitesse. Et donc, oui, je pense qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui crée un temps de travail équivalent à quelqu'un qui travaille dans un bureau, par exemple. C'est pas... Oui, puis on crée pas sur demande, tu vois. C'est pas parce qu'on s'est fixé une plage horaire pour travailler que ces heures sont sont créatrices de quelque chose. Voilà, Ouais. peut-être que ça tombe juste au moment où justement on se sent pas de le faire. On est fatigué, on est épuisé physiquement ou autrement, et du coup, on a aussi autre chose à faire. Oui, c'est ça, on va mettre du gesso sur ses toiles, on va faire Ouais. des préparatifs qui ne demandent pas de s'investir intellectuellement, quoi. Voilà. Donc, s'autoriser du temps pour faire autre chose. Mais je suis bien ou d'accord. Même rien du tout. Et donc, le 5e point, c'est de ne pas se laisser influencer par les autres avec des remarques désobligeantes ou qui ne sont pas constructives. Du style, être un artiste, ce n'est pas vraiment un travail. T'as de la chance de ne pas travailler. Ouais, ça, on entend ça, oui. Pourquoi tu peins de cette manière? Ça rime à rien. On fait de l'art abstrait quand on ne sait pas vraiment dessiner. Tu savais ça? Oui, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Hein. Ah, c'est c'est quelque... vrai, Ouais. Et c'est vrai que je pense souvent les gens vont faire des remarques quand ils découvrent quand on est artiste, et ils vont nous dire des choses, mais des fois ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils peuvent dire peut être blessant. Et c'est vrai qu'ils nous sortent des choses comme ça parce qu'en fait il y a une incompréhension aussi par rapport une méconnaissance, à la vie d'artiste, le métier d'artiste. Ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Il y a aussi des idées préconçues sur ce que c'est un artiste. Voilà. Il nous arrive des fois d'être bombardés par des phrases comme ça qui sont... c'est ça. Il ne faut pas s'accrocher à ça, il ne faut pas les ruminer en se disant là, tu te rends compte ce qu'on m'a dit. Moi, je sais qu'une fois, j'avais eu un peu un accrochage comme ça avec une amie qui avait sous-entendu que moi, j'avais rien à faire parce que j'étais artiste et que mon temps, je faisais bien ce que je voulais, quoi. Et ça m'avait, ce jour-là, un peu énervée. D'habitude, je garde mon calme, mais là, ça m'avait un peu énervée, quoi, parce que y en a marre aussi, quoi. Oui, moi, j'ai même eu une remarque qui m'a travaillé pendant un certain temps, faite par un autre artiste, dont le travail je n'admire pas particulièrement, et qui m'a dit oui, alors tu sais, Sabina, c'est bien ce que tu fais, mais je sens que tu peux aller plus loin, il faudrait que tu apprennes à te lâcher un peu plus. Je pense que c'est pas complètement abouti ce que tu fais.
Et je me suis dit, mais de quel droit cette personne vient me dire ça? Et c'est C'était vrai que un ça homme ou m'a... une femme? C'était un homme. Ah oui, c'était un peu du mansplaining alors. Un peu, ouais. Mais c'est vrai que sur le moment, bon, j'étais pressée de partir et tout. J'ai dit oui, merci beaucoup, puis je suis repartie. Puis après, j'ai réfléchi le lendemain. Et puis je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est horrible ce qu'il vient de me dire en Mm. fait. J'ai pas à prendre ça. Mais ça m'a pris un peu de temps pour le digérer. Et aujourd'hui, bah, bien sûr, donc je vous lis ça, je vous dis, il faut Mm. pas vous laisser pourrir la vie, Déstabilisé, et ouais. déstabiliser par Mm. des phrases comme ça. Mais c'est vrai que sur le moment, ça peut être vraiment très blessant et il faut être très vigilant par rapport à ça. Et je pense aussi, il faut être armé pour répondre à ça immédiatement aussi. Parce que moi, sur le moment, je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû lui dire qu'il n'avait pas le droit de me dire ça. Oui, Avant de juger, parce que c'était un jugement de mon travail, avant de juger mon propre travail, il ferait mieux de regarder le sien, par exemple. ouais, ouais. Mais c'est vrai que du coup, je crois que je me serais sentie mieux parce que je me serais protégée. Ouais, D'une certaine manière, je me serais pas laissée agresser et puis sans réagir. Donc, il faut saisir ces occasions, en fait, pour apprendre à se défendre. ouais. Il faut bien être ancré dans ses bottes et puis se dire non, je vais Ouais. pas accepter on me fasse des remarques comme Oui, ça. alors on peut répliquer, mais je pense qu'il y a une attitude qui est aussi assez intéressante à avoir, c'est d'espèce de curiosité naïve et de dire oh bah tiens, mais qu'est-ce qui fait que tu te crois autorisé à me faire ce genre de remarques, tu vois? Ouais, Et, ouais. et ça, je trouve que ça marche bien parce que du coup l'autre se retrouve, il se rend compte que Oui, oui, c'est déstabilisant du coup ouais, pour l'autre ouais, personne. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Voilà, donc à chacun de trouver ses astuces, sa manière de gérer ça, mais surtout il ne faut pas porter ça, il ne faut pas Oui, c'est ça. Oui, il faut en parler avec d'autres artistes ou avec des amis. Il faut Voilà, dire voilà, ouais, voilà ce qu'on m'a ouais, dit. ouais. Voilà, et puis admettre aussi quelquefois que dans les réflexions des gens, il peut y avoir une part de vérité et peut-être réussir à entendre ça, mais c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours à bon escient. Moi, j'en avais déjà parlé, quelqu'un qui m'avait fait une remarque sur les couleurs et je trouvais que après y avoir réfléchi sur le moment, j'étais un petit peu froissée, enfin pas plus que ça, mais après je me suis dit mais c'est vrai, il a raison, je peux vraiment améliorer mon travail sur les couleurs, mais voilà, c'est ça, Oui, moi je il me faut... suis fait la même réflexion hein, suite à ce commentaire. Après, il y a peut-être une part de vérité Mm, effectivement dans ce mm. qu'il a dit. Il n'y a pas de problème, ça je suis prête à l'accepter, mais je pense que c'est la manière dont il m'a dit Exactement, la ouais, c'est chose qui ça, était c'est ça. maladroite. Oui, oui, bien Et sûr. du coup, je l'ai mal Là, pris sur le moment. c'était typiquement du mansplaining, quoi. C'est l'homme qui vient expliquer à la femme que c'est pas encore tout à fait abouti, qu'il faut qu'elle se lâche un peu. Et bon, bah oui, voilà, on en a Voilà, entendu souvent des choses comme ça. voilà. Donc, ne pas se laisser influencer par les autres. Ensuite, arrêter de vouloir atteindre la perfection. Ça, c'est aussi un des points qui est mentionné, qu'il faut absolument éviter pour atteindre ses objectifs de succès. C'est vrai que la perfection, tu l'as atteinte, toi, Non, mais toi moi, là, je non? cherche même pas à l'atteindre, en fait. Parce qu'en fait, la perfection, ça m'a toujours ennuyée. Je trouve ça ennuyeux, là, les gens qui courent après la perfection. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après, quoi? Tu vois? Ouais. C'est que une fois que tu as atteint la perfection, qu'est-ce que tu deviens? Bah, tu te momifies, qu'est-ce qui se passe? Oui, puis déjà, Donc, qu'est-ce que c'est la ah perfection? oui, c'est Enfin, ça, surtout dans ça. l'art, je trouve que c'est Ouais, difficile ouais, ouais. on peut s'entêter sur un détail, sur une toile, par Oui, exemple, bien et puis sûr, rester ouais. pinaillé sur des choses. Bon, ça, c'est son choix, pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans plein d'autres choses qu'on fait en tant qu'artiste, je pense que la perfection, enfin, je suis même pas sûre que je comprenne cette phrase, parce que c'est quoi la perfection, en fait, en tant qu'artiste? Je sais Bah, pas. je crois que oui, je pense que ça sert aussi d'excuse pour pas s'y mettre, pour délayer sans cesse en disant bah oui, mais j'ai pas le bon matériel, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je sais pas assez bien faire. Tu vois, voilà, moi vraiment, je pense que l'art, il faut se lancer. Et c'est souvent ce que je dis à mes stagiaires, même quand on n'y connaît rien, il faut y aller. C'est par la pratique et par l'expérience qu'on apprend. On ne peut pas atteindre un résultat mirobolant du premier coup comme ça parce qu'on y aura beaucoup réfléchi. Il faut vraiment mettre les mains dans la peinture, il faut salir les mains et c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Donc la perfection, ça, c'est une idée. C'est un peu comme le succès. C'est des conceptions, des choses qui sont pas utiles pour ce qu'on fait en fin de compte. C'est
Oui, je pense qu'il faut juste faire le mieux qu'on peut. Mais voilà, c'est ça. Voilà, Et sachant qu'on va s'améliorer dans le temps aussi, plus on pratique, meilleur on est. voilà. Et voilà, l'important, c'est d'aller vers ce qu'on a envie d'exprimer. On n'est pas dans la recherche de perfection quand on cherche à exprimer quelque chose, quoi. Mhm. C'est pas pertinent. Donc le septième point qui était proposé était d'arrêter de penser qu'en tant qu'artiste, on est des êtres égoïstes. Ah bah non, bien sûr, on n'est pas égoïste du tout. Oui, je pense en fait ce qu'il voulait dire, c'est que il faut pas culpabiliser du temps qu'on peut passer dans notre atelier, sans porter attention à notre entourage, parce que c'est vrai Tu que veux dire dans tout qu'on va autre, être tu veux dire qu'on va être dans la maison et qu'on va pas aller éteindre la lessive, on va pas faire la vaisselle et on on va fera pas aller pas faire les courses? exactement. Ah ouais, non, là, il y a un peu d'égoïsme quand même. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup d'artistes, je crois, culpabilisent du fait d'être dans l'atelier. Souvent, quand on est chez soi à la maison, on culpabilise d'être enfermé dans l'atelier en train de travailler, alors qu'on pourrait être en train de faire quelque chose dans le jardin ou dans la maison ou pour la famille. Alors que pour toute autre profession, cette question ne se pose pas autant, je pense. Quand on travaille dans un bureau, quand on est médecin, architecte, peu importe, on tient une boutique, ben, c'est évident que quand on est parti Mm. travailler, ben, on est parti travailler, on ne s'attend pas que la personne revienne avant la fin de la journée. Mais Mm. c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on se pose des questions par rapport à ça. C'est comme si on ne s'autorisait pas ce temps de travail sans culpabiliser. Oui, je me demande si c'est pas dû justement à ce problème de succès et de financier, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup et que parfois on gagne rien, quoi. Et Ouais. donc, est-ce qu'on n'a pas une forme de culpabilité par rapport au conjoint ou par rapport aux autres qui travaillent et qui gagnent de l'argent et qui permettent de subvenir aux besoins de la famille ou du couple. Justement, je pense que la culpabilité, elle vient de là aussi, quoi. Mhm. C'est-à-dire que le fait d'avoir beaucoup de mal à vendre et à vivre de son art, ça engendre une culpabilité parce qu'on se dit, ben, je fais un travail qui sert à rien. Je contribue pas aux besoins du ménage, de la famille, et ça aussi, Ouais. c'est un problème. Comme tu dis, je pense que c'est ça. Je pense que la culpabilité vient du fait qu'on ne s'est pas suffisamment rémunéré ce qu'on fait. On a beau travailler Bah dur oui, même, parce mais qu'on est une des seules populations qui n'est pas rémunérée au temps de travail, mais qui est rémunérée au fait qu'on vend ou qu'on vend pas. Et le fait de vendre ou pas vendre, on n'a pas beaucoup de prise là-dessus. Enfin, on a une prise dans le sens où on peut montrer son travail, on peut exposer, on peut faire tout ce qu'il faut pour, mais déclencher l'acte d'achat, là-dessus, on n'a pas de pouvoir, quoi. ouais, ouais. Et quand on sait que, ben, c'est ce qu'on me disait au début, qu'une œuvre d'art, c'est par définition du superflu, quand on est dans des situations comme aujourd'hui économiquement, eh ben, le superflu, il passe à la trappe, quoi. Ouais. Et du coup, ça devient vraiment difficile. Et du coup, on se dit, ben, je passe toutes ces heures à travailler dans un atelier, ça rapporte rien. Ah, voilà, quoi. Mm. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, Comment je vis ça? Comment je traverse ça? ouais. Et donc le huitième point est d'abandonner le besoin de reconnaissance et d'éloge. Hmm. C'est vrai que quand on commence à peindre, on s'est pas encore mesuré à un public et donc on va un peu rechercher d'abord dans notre entourage le plus proche une certaine reconnaissance ou appréciation pour ce qu'on fait, qui nous donne un peu de courage pour continuer. Et puis après, quand on a une pratique un peu plus établie, c'est vrai qu'on peut facilement tomber dans le piège d'être tout le temps à la recherche de reconnaissance et d'appréciation. On expose et le fait justement de ne pas vendre, pour nous, c'est si on n'a pas l'occasion de parler avec le public de ce qu'on fait, mais qu'on a juste simplement pas vendu et qu'on n'a simplement pas vendu, on s'est dit en fait peut-être c'est nul ce que je fais. Et c'est clair que si on commence à rentrer dans cette spirale, on ne pourra pas atteindre un certain niveau de réussite. On va se censurer Se brûler les soi-même. ailes, ouais, 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 ouais. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, les trois domaines qui permettent de définir son succès, il y a la reconnaissance dedans. Donc on est toujours dans cette ambivalence où on en a besoin, mais en même temps il ne faut pas y faire attention. ouais. Et ça, c'est compliqué à gérer, hein, parce que on a besoin d'être vu, on a besoin d'être reconnu, et même pour notre petit moteur intérieur, on a besoin de gens qui aiment notre travail, qui nous encouragent, sans forcément acheter, mais qui nous disent ah ben ça j'aime bien, ça me plaît vraiment ce que tu fais et tout. Donc on en a besoin, mais il faut pas s'y attacher.
et il faut être suffisamment fort pour pouvoir s'en passer de temps en temps. Enfin, c'est pas évident à gérer tout ça. Oui, et puis c'est vrai que aussi ce qu'on fait va pas plaire à tout le monde. Ben évidemment. Voilà, ça c'est aussi la base des choses. Et je pense que on va trouver à un moment donné un public qui adhère pleinement à ce qu'on fait, qui apprécie notre travail. Et en même temps, il y aura des gens qui vont jamais adhérer, qui vont jamais apprécier. Ouais. Donc il faut se donner le temps pour trouver ce public-là, le public qui apprécie, le public qui aime. Ouais. Et c'est ça aussi qui va venir, qui va nous permettre aussi de se dire, ok, ça c'est quelque chose qui fonctionne, ça c'est quelque chose qui marche. J'ai un public pour ça. Il y a peut-être moyen de gagner de l'argent justement aussi en m'orientant plus dans cette direction dans mon travail. Donc si on a des objectifs financiers, on peut, en fonction de la reconnaissance, en tous les cas du feedback qu'on reçoit du public, ben après on peut aussi mieux orienter notre art, aller plus dans une direction plutôt qu'une autre, pour faire plaisir au public qui nous suit, qui nous apprécie. Ouais. Alors moi, par rapport à ça, tu vois, par rapport à ces histoires de reconnaissance et tout ça, je pense que, et c'était pas cité dans les 21 pouvoirs de l'artiste à succès, mais moi je crois que le plus important, c'est d'avoir foi en ce qu'on fait, en soi et en ce qu'on fait. Parce que si on a vraiment foi dans ce qu'on fait, et là vraiment, j'utilise ce mot vraiment à dessein, même si je ne suis pas du tout religieuse ni quoi que ce soit, mais je crois qu'il faut vraiment avoir une croyance très enracinée dans ce qu'on fait, quoi, et dans l'intérêt de ce qu'on fait, parce que c'est ça qui va permettre de surmonter les moments difficiles, les vaches maigres, les moments de crise, tous les obstacles qu'on peut rencontrer, les remarques désobligeantes, ça, il faut vraiment être persuadé que ce qu'on a en soi, ce qu'on porte en soi et qu'on a envie de faire surgir à travers son art, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Qu'on a vraiment quelque chose à dire, qu'on a vraiment un message ou quelque chose à faire passer ou quelque chose en soi qu'on a vraiment envie de faire sortir et qui va parler aux autres. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut, plutôt que de mettre son énergie sur le succès, sur tout ça, c'est renforcer cette croyance en soi et en ce qu'on fait, quoi. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment travailler, ça qui est le plus important. Dernier point. Ouais, ah bah oui, il y en a encore un. Il y en a encore un. C'est abandonner le mythe de l'artiste de génie dispersé. Et ce qu'il voulait dire par ça dans cet article, c'est que beaucoup d'artistes disent de ne pas avoir la fibre business. Et donc, ils décident de simplement, non, mais moi je suis artiste, moi je peux que créer dans mon atelier, j'ai besoin de temps pour réfléchir, pour m'inspirer, mais je peux pas m'attarder à toutes ces choses liées à toutes ces business. Voilà. basses œuvres. Voilà, exactement. Et c'est vrai que pour revenir à nouveau sur les objectifs qu'on peut se fixer, si effectivement on souhaite gagner notre vie ou en tous les cas atteindre certains objectifs financiers, on ne peut pas être juste l'artiste qui rêvasse dans son atelier et qui crée. Et il faut aussi, aujourd'hui, malheureusement, le monde est fait de manière que les artistes, s'ils veulent réussir aujourd'hui, ils doivent apprendre à maîtriser les outils informatiques, ils doivent comprendre comment ça fonctionne, ils doivent se construire un réseau, ils doivent savoir se vendre leurs œuvres. Donc voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les deux choses si on a des objectifs de réussite. Oui, le métier d'artiste a évolué ces, je sais pas, 20-30 dernières années, notamment avec les nouvelles technologies et avec tout ce que ça permet. Et donc, bah, effectivement, oui, il faut s'adapter à tout ça. Mais je crois que notre force, et on l'oublie, c'est qu'on est des créatifs. Et que donc, tout ça, tout ce qui est communication, marketing, vente, eh ben, on peut le faire à notre façon. On peut créer notre vision des choses et notre manière de le faire. Et plutôt que... Alors, c'est important de connaître quelques techniques, de savoir un peu comment ça marche, bien évidemment, mais faire attention de ne pas trop suivre les gourous non plus dans tous ces domaines, parce que ça pullule, les conseils, hein, la preuve. Et donc, de se dire, ben voilà, je sais où je vais artistiquement, j'ai envie de faire telle et telle chose, et c'est ça qui compte. Et c'est comme ça que j'ai envie d'en parler, et je vais en parler à ma manière, et je vais le vendre à ma manière, et je vais faire les choses vraiment à ma manière, quoi. Et ça, je crois qu'il faut encourager ça, parce qu'on est tout à fait capable de trouver
comment on a envie de faire les choses. Je pense que ce qui arrête les artistes, c'est le côté business, justement, un peu dénué de scrupules. Tu vois, on a l'impression qu'il va falloir se transformer en battleur là, pour vendre ses toiles dans les salons. Or, on peut faire les choses autrement, on peut le faire avec cœur et on peut le faire à notre manière. Et c'est là-dessus, vraiment, je crois qu'il faut se pencher. Ouais. Après, il y a aussi, je pense, en France aujourd'hui un peu ce tabou autour du prix, d'afficher clairement, ok, cette œuvre-là, elle est à tel prix. Si vous voulez l'acheter, ben c'est ce prix-là, quoi. Enfin, il y a un aspect business, enfin, l'aspect business lié au métier de l'artiste est un peu tabou du point de vue des artistes même. Exactement. Ouais. Et des artistes femmes encore plus. Voilà, encore Ouais. plus. On n'ose pas, on se dit, Non. bon, je vais exposer là, mais je vais peut-être me mettre le prix. Si jamais quelqu'un est intéressé, peut-être qu'il m'appellera ou m'écrira. Et Ouais. c'est vrai que, bah non, je pense qu'il faut afficher. Je veux dire, le travail Oui, qu'on et fait puis doit être rémunéré. il faut pas avoir peur de mettre le prix qu'on estime juste aussi. Ouais, Et on a souvent tendance à le baisser. Je crois que les femmes ont tendance à mettre des prix en gros inférieurs à de 30% à ceux des hommes, je crois, quelque chose comme ça. C'est difficile, hein. C'est pas évident parce que on est aussi coincé dans cette espèce d'idée que si on met trop cher, on va pas vendre. Mais si on met pas assez cher, ben on brade notre travail. Donc comment on trouve l'équilibre? Et puis si on rate la vente parce que c'est trop cher, ben après on s'en veut. C'est pas évident de gérer tout ça, quoi. C'est vrai ouais, que le rapport au succès, le rapport à l'argent, le rapport à la reconnaissance, on est toujours un peu en train de marcher sur des œufs pour trouver vraiment comment on a envie de faire les choses. C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment être solide dans ses croyances et dans la validité de son travail pour se dire, bah, je m'en fous, oui, si j'ai envie de mettre cette toile à 500 €, bah, je la mets à 500 € et puis c'est tout. Elle partira peut-être dans 4 ans. Voilà, ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. C'est faut pouvoir prendre le risque de ça. Ouais, Après, on peut aussi diversifier ses sources de revenus, hein. On peut vendre des toiles, on peut vendre des affiches, on peut faire des stages, on peut faire des cours, on peut faire plein de choses aussi, si on est prêt à le faire, quoi. Mais je crois que c'est ça, il faut aussi être capable d'être un peu fluide par rapport à tout ça et un peu adaptable. ouais, Parce que si on s'obsède sur la vente d'œuvres pour gagner de l'argent, c'est quand même très 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 difficile, quoi. On voit bien, nous les artistes qu'on suit, il y en a peu qui vivent vraiment de la vente de leurs œuvres. À côté, ils proposent des stages, des memberships, des groupes, des choses comme ça, des cours tout au long de l'année. Enfin, c'est quand même très rare d'avoir des ouais, gens qui vivent de leur art ouais. aujourd'hui. En préparation pour cet épisode, j'ai découvert un livre. Je ne pense pas qu'il ait été traduit en français, mais le titre en anglais, c'est How to Become a Successful Artist. Donc, comment devenir un artiste à succès. Et ce bouquin est sorti en 2021, donc c'était juste en pleine pandémie, hein, c'est pendant le Covid, mais j'imagine que en fait, les données ont été collectées avant le Covid. Donc, l'auteur de ce bouquin est Magnus Resch. Je crois qu'il est allemand et il y a une vidéo sur YouTube où il est interviewé par une journaliste américaine. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. J'ai trouvé cette vidéo, cette interview vraiment très très intéressante. Elle parle de plein de choses dont on a parlé aujourd'hui et tire un bilan très réaliste sur le métier des artistes aujourd'hui et le monde de l'art de manière générale. Alors évidemment, lui, il se focalise plus sur les artistes qui ont vraiment un grand succès. Mais mondialement, donc il porte un discours qui est, on va dire, mondial. Donc on sort un peu de la France et il explique que là où il y a la plus haute concentration d'artistes connus et reconnus et qui ont du succès, c'est aux États-Unis et plus spécifiquement à New York. Donc il parle de The Network, c'est vraiment le réseau. Il y a un réseau aujourd'hui qui existe à New York, qui est fait de 4 ou 5 galeries qui sont basées à New York, qui ont des liens très forts avec les musées qui sont basés à New York et qui propulsent les nouveaux artistes. Souvent c'est des jeunes artistes, donc c'est pas des artistes d'un certain âge. Donc je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment dans l'art, c'est souvent les jeunes qui Oui, sont les jeunes talents, propulsés, oui. les jeunes talents.
Et donc ces 5 galeries, elles font un peu le marché de l'art au niveau mondial. Et il explique aussi qu'à travers le temps, ce centre artistique a déménagé. C'est-à-dire que en 1800, c'était peut-être plus Amsterdam, après c'est devenu Paris, après il y a eu Londres, et puis maintenant ça s'est arrêté à New York. Et il dit bah, ça pourrait déménager à nouveau, et ça se trouve l'année prochaine, ça sera à Shanghai Oui, c'est ça. voilà, ou à Dubaï. Là où il Mais y a de l'argent, hein. voilà, là où il y a de l'argent. Et il disait que ce monde-là est dominé principalement par des hommes blancs. Oui, oui. Et il donne des statistiques qui font un peu peur, parce il dit que par exemple en 2018, mondialement, les galeries représentaient que 33% des femmes artistes. Donc c'est vraiment très peu par rapport aux hommes. Et qu'en moyenne, que 10% des galeries représentent les femmes et les hommes de manière équitable, donc 50-50. Ah, en Que effet. 10%. Ouais, c'est très peu, hein. Ouais, très peu. Et en fait, aujourd'hui, 92% des ventes aux enchères d'œuvres d'art sont des œuvres d'hommes. Il le dit clairement qu'il y a une forte discrimination Ah oui, ça envers les m'étonne pas. femmes, Ouais. LGBT, tout ce qui est différent. Oui, les personnes de Les personnes de couleur. couleur, voilà, tout ce qui est différent Bien sûr. va être un peu discriminé. Donc l'art n'est pas à l'abri non plus de ça, malgré ce qu'on peut parfois entendre. Parce Voilà. que des fois on entend un discours qui est opposé à ça. Mais la réalité est que Bien sûr. pour les femmes et les minorités dans la société, même dans l'art, il y a plus d'obstacles à surmonter pour réussir. Ouais, ça Donc c'est ça, vrai. il faut pas l'oublier. Il faut Voilà. pas l'oublier. Et puis, il faut pas oublier non plus que les personnes qui réussissent, en général, il y a aussi un facteur chance qui a pu jouer, hein, des bonnes rencontres, être au bon endroit au bon moment, se saisir d'un nouvel outil au moment où ça décolle et puis gagner de l'audience comme ça très rapidement. Oui. Il y a aussi un facteur réseau, hein, on le disait tout à l'heure, on a des parents qui peuvent nous faire rentrer dans tel et tel domaine, on a des parents artistes, ça va être plus facile de devenir artiste. On voit bien aujourd'hui en France, tous les enfants d'eux, bah voilà, c'est plus facile parce qu'on connaît les producteurs, on connaît, on a été sur les genoux de Claude Sautet quand on était petit, donc bah, voilà, c'est plus facile effectivement de rentrer dans le monde du cinéma après. Hein. Ouais. Et puis il y a un facteur époque, voilà, et ça rejoint un peu ce que tu dis sur le fait qu'il y a le blocage par les hommes blancs de toutes les positions et de beaucoup de domaines. Bah là, avant la pandémie, après la pandémie, c'est pas la même chose non plus. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation de crise économique en France, même si je sais pas si on le dit ou si on le dit pas, vu que je regarde pas les news, mais il faut bien voir aussi que les gens font vraiment attention et les priorités sont peut-être différentes. Enfin, tout ça, ça joue. Donc, pour revenir sur le succès de l'artiste, il y a tous ces éléments-là. Donc, ça repose pas non plus que sur nos épaules. C'est pas parce qu'on va s'agiter dans tous les sens, qu'on va faire le clown sur TikTok et qu'on va devenir un funambule vraiment parfait entre la vie personnelle et la vie professionnelle qu'on va réussir. Il n'y a rien qui garantit ça. Et il y a tout un tas de facteurs qui dépendent pas de nous et qui peuvent jouer. Donc, je crois que pour moi, le mot succès, c'est un... Enfin, si tu veux, le succès par rapport à ses propres objectifs, oui. Mais le succès par rapport à la reconnaissance et tout ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre à l'arrière-plan de son esprit, quoi, parce que ça va t'empoisonner sinon. Ouais. Et donc pour conclure aussi sur ce bouquin que je viens de mentionner, Magnus Reich, il dit aussi, pour rejoindre ce que tu disais, que le réseau est super important. Et il dit en fait la réussite est plus basée sur qui tu connais que sur ce que tu fais. Et quand je l'ai entendu, ça m'a quand même interpellée, ça m'a un peu dérangée quelque part. Et en même temps, le jour même, j'ai entendu d'autres artistes relativement connus dire non, pour réussir, il faut juste bien travailler, il faut trouver son public et il faut travailler, il faut juste travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Donc voilà, ces deux choses un peu s'opposent. Moi, je te rejoins, il faut un peu de tout. Il faut avoir un peu de chance, il faut avoir un bon réseau. Et en même temps, il faut travailler. On ne peut pas pas travailler et réussir. Voilà. Non, bien sûr. Ou alors on est dans l'imposture.
ou dans la recette. Tu sais, il y en a qui trouvent une recette puis qui vont l'utiliser jusqu'à ça existe. épuisement, Ouais. mais ça marche un temps. Ça Mm. marche pas, ça peut pas marcher tout le temps, quoi. Mhm. Et voilà, et donc on arrive un peu au bout de ce sujet qui est quand même très riche, hein, et c'est vrai que je pense qu'il faut viser le succès. Aujourd'hui, on voit surtout le succès en termes de quantité d'argent, quantité de pouvoir. Il faut quand même être un peu plus tourné vers un succès en forme de qualité, en fait, s'intéresser à la qualité de sa vie, à la qualité de son travail, des relations qu'on peut nouer, de l'équilibre qu'on peut trouver. Il faut aussi s'interroger sur l'échec, parce que quand on a une société comme ça qui se focalise que sur le succès, on oublie que l'échec c'est aussi important et que c'est pas forcément une mauvaise chose, que de nos échecs on peut apprendre et qu'il y a des échecs qui sont bénéfiques et puis il y a des succès qui peuvent être pleins d'inconvénients en fin de compte. Ouais. Donc tout ça c'est vraiment pas, il n'y a pas une définition, il n'y a pas une recette, il n'y a pas une vision des choses, c'est vraiment à chacun en fonction de son vécu, de ses attentes, définir la manière dont il a envie d'envisager ce mot. Est-ce qu'on a envie de l'intégrer à notre vocabulaire ou pas? On peut très bien s'en passer aussi. On peut très bien se focaliser sur le fait de, je sais pas moi, de contribuer à mettre de la beauté et de l'harmonie dans le monde. On peut penser que on aide d'autres personnes à s'intéresser à l'art, donc ça c'est aussi quelque chose qui est important. On peut être inspirant pour les autres, on peut être un exemple. Donc tout ça, ça compte aussi. C'est pas un succès quantitatif, mais c'est un succès qualitatif. Mhm. Donc voilà, je pense qu'il vraiment, c'est vraiment un mot sur lequel il faut réfléchir. Et tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce que tu veux qu'on aborde notre vision à nous? Et je t'ai dit, je pense que moi, j'ai pas encore assez réfléchi à ce mot-là, mais en fait, je pense que je veux pas que ce soit quelque chose de déterminant pour moi. Je veux pas que ce soit un mot qui soit, qui soit ma boussole, si tu veux, pour savoir si je vais dans le bon sens ou pas. Donc c'est surtout ça, en fait, mon Ouais. attitude par rapport à ce mot qui est quand même très ambivalent. Alors bien sûr, je suis contente quand j'atteins mes objectifs, voilà, mais j'ai pas forcément envie d'en faire la valeur cardinale de ma vie, quoi, tu vois. Mhm. Oui, puis je pense aussi ça évolue dans le temps, notre notion de succès, hein. On peut démarrer en se disant, bon, je pense que j'aurais réussi lorsque j'aurais fait ça, ça et ça. Et puis après, ben, tu as parlé de notion d'échec. Si on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Et là, Mm. je pense que il suffit simplement de revoir ses objectifs, d'analyser, voir si les objectifs qu'on s'était fixés étaient en effet réalisables et est-ce qu'on a mis tous les moyens à notre disposition pour les atteindre. Donc, il y a un dialogue avec soi-même à avoir Mm. constamment et je pense que Et une sincérité aussi. Ouais, Parce que voilà, si on se cherche des excuses, si on, voilà, voilà. tout à fait. Ouais, Ouais, ouais. surtout les choses à ne pas faire, hein, on en a déjà parlé. Mais oui, je pense il faut être honnête avec soi-même et il faut constamment dialoguer avec soi-même là-dessus. Et je pense que la notion du succès est quelque chose de très personnel. Voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Bah oui, tu vois, moi je dirais que en fait, moi, ce qui me guide, c'est un peu la joie. Donc le succès, c'est quand j'éprouve de la joie à faire ce que je fais. Et si j'en éprouve plus, là, ça devient problématique en fait. Voilà. Donc moi, j'aurais tendance à remplacer le mot succès par le mot joie. Est-ce que ça me donne du plaisir? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce que je me sens bien quand je le fais? Pour moi, c'est ça qui est plus important que le succès qui est ambivalent et comme on l'a Mhm, dit, quoi. mhm. Je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en On a penses? essayé en tout cas, hein. Ben oui, je pense qu'on a abordé plusieurs choses. Voilà, on espère que cette discussion était instructive ou qui vous a donné des pistes pour réfléchir à votre propre succès. Exactement, oui. Et, Élaborer votre propre définition ou ouais. trouver ce qui va guider vos pas dans la pratique créative, quoi.
Alors Gwenaëlle, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Est-ce que tu as lu quelque chose ou vu quelque chose? Oui, alors j'ai vu et lu quelque chose qui se rapporte à la même personne. C'est un artiste breton qui s'appelle Mathieu Dorval, qui habite de l'autre côté de la baie de Douarnenez, du côté de la presqu'île de la Berre. D'accord. Et c'est quelqu'un que je suis depuis assez longtemps parce qu'il a exposé à Douarnenez en 2010, quelque chose comme ça, 2010-2011. Ça s'appelait Land's Hand. Et donc c'est quelqu'un qui est passionné par le paysage, et notamment le paysage breton. Et récemment, il a fait une expérience. Alors, j'ai été voir son expo à la mairie de Landivisiau. Enfin, la mairie de Landivisiau organisait une expo autour de son travail. Malheureusement, elle est terminée. Et puis, dans le même temps, j'ai vu qu'il avait écrit un livre, en fait. Alors, je te lis la 4e de couverture. Tu vas me dire si ça te fait envie. Ouais. Mathieu Dorval vit sur les rives de la baie de Douarnenez, au bord des falaises, là où les vagues explosent et les tempêtes mugissent. Un beau matin, il a pris son sac de pèlerin et s'en est allé à pied par les sentiers de Crozon à Sète. Il a pris ses pinceaux et pour la première fois la plume. J'irai là où tout a commencé, c'est le titre du livre, et le journal de sa traversée. Et donc c'est un petit livre qui est édité chez Dialogue, la librairie Dialogue de Brest, qui publie aussi quelques livres. Et donc c'est vraiment le récit de sa traversée avec avec tous les dessins, peut-être pas tous, avec une grande partie des dessins qu'il a fait Ah, c'est chouette. pendant son voyage. Et donc, voilà, c'est un récit de voyage assorti de dessins, de sa vision du paysage. Vision du paysage de laquelle il a délibérément enlevé toute figure humaine ou toute construction humaine, en fin de compte. Donc on ne voit que la nature, les rochers, les arbres, le ciel, la mer, les rivières. Et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre, plaisir à la fois esthétique Ouais. et de lecture. Et vraiment, voilà, c'est quelqu'un dont j'aime vraiment beaucoup l'œuvre et je ne désespère pas qu'on puisse peut-être l'interviewer un de ces jours. Oui. Ce serait très intéressant. Je sais que là, récemment, il était aux États-Unis, du côté de Santa Fe, dans une résidence d'artistes pour travailler sur d'autres projets. Donc, c'est quelqu'un qui, là, pour le coup, a réussi, on va dire, ou en tout cas, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de lui poser la question. On aura peut-être l'occasion de lui poser la question, Ouais. mais qui est connu à un niveau mondial et qui a du succès. Il a beaucoup travaillé avec Françoise Livinec, qui est à l'école des filles à Huelgoat. Et je sais qu'il est allé travailler en Chine. Enfin, il a eu beaucoup d'expériences diverses et variées. Et donc, je pense qu'il a emmagasiné tout un tas d'expériences dans sa besace. Et ça se voit dans l'expression artistique, en fait. Donc, voilà, ça s'appelle « J'irai là où tout a commencé », journal d'une traversée. Mathieu Dorval, Mathieu avec 2 T, Dorval, D-O-R-V-A-L. On mettra peut-être les détails aux éditions Dialogue. C'est un petit format carré qui est très sympa. Oui, très sympa. Ouais, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les carnets de voyage avec une couverture dure. Là, je vois que c'est différent, donc c'est facile à enfiler dans le sac. C'est ça, exactement. Ouais. Et toi, de ton côté, alors, qu'est-ce que tu as à nous partager? Alors moi, j'ai fait une belle découverte récemment. Donc, on a eu quand même quelques jours d'éclaircie dernièrement. Et j'ai pu sortir. Et je suis allée à Audierne parce que j'avais vu un article dans le journal qui annonçait l'arrivée d'une artiste que j'aime beaucoup, qui est exposée à la galerie Le Gai Sabot. Et cette artiste, elle s'appelle Anne Patet. Elle est basée dans le Lot, je crois qu'elle est originaire de la Bretagne. Et donc je l'ai vite contactée pour savoir si elle était là. Elle m'a dit que non, malheureusement, après le vernissage, elle était repartie. Donc j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, mais j'ai pu voir ses œuvres. Et j'ai beaucoup aimé. C'est une artiste que j'avais découvert sur Instagram et que maintenant je suis, et je trouve elle a un monde très particulier, très poétique. Elle fait beaucoup de portraits, on va dire. C'est principalement des portraits, mais c'est très stylisé, et j'ai donc adoré découvrir ses œuvres en vrai parce que je les avais vues jusqu'à présent que sur Instagram. Mais en même temps, j'ai découvert donc cette galerie qui s'appelle le Gai Sabot. Je mettrai aussi les détails dans l'épisode. C'est une galerie qui ne paye pas de mine. Elle est au plein cœur d'Audierne, juste dans une des rues qui est parallèle à la rue du Quai. Et c'est une ancienne maison typiquement d'Audierne, mitoyenne, en pierre.
Et quand on voit la façade de la galerie, on se dit c'est minuscule, il n'y aura rien à voir dedans. Et puis en fait, dès qu'on pousse la porte, on se rend compte qu'il y a une profondeur énorme et que donc on navigue de salle en salle avec des puits de lumière qui viennent de partout. Donc déjà, elle est très bien éclairée au niveau de la luminosité naturelle. Et puis en plus, ils ont mis un système d'éclairage vraiment au point. Donc ils exposent plusieurs artistes en même temps. Et c'est vraiment un beau voyage. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette galerie. J'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est Oui, un bel c'est bien. endroit. Et voilà, on a l'impression de rentrer chez quelqu'un parce que c'est une ancienne maison. Elle a gardé son côté un peu typique et ancien. Et en même temps, il y a ce côté moderne par les œuvres qu'elle expose parce qu'elle expose un peu de tout. Donc ça, c'était une belle découverte. Et du coup, j'en ai profité pour passer à la galerie donc, que j'avais déjà mentionnée une fois, donc, qui est tenue par l'association La Galerie à Audierne. Et il y avait aussi une exposition qui était pas mal, que j'ai bien appréciée. Et je suis surtout allée voir, pour des raisons personnelles, parce que je vais exposer à la galerie fin août. Donc les 2 dernières semaines d'août, j'y serai avec 3 collègues, avec Jeanne Céline, Evelyne Chabot et Patrick Guélec. Donc on va exposer pendant 2 semaines. Et je voulais voir un peu les systèmes d'accrochage, l'éclairage. Et effectivement, tout était très bien. Bon, c'est bien, Ouais, c'est bon donc, signe. oui, tout est en ordre. Parce que j'étais passée cet hiver et puis elle était fermée depuis un moment et ça m'avait un peu inquiétée de voir l'allure. Mais non, du coup, là, ils ont vraiment bien arrangé la galerie. Donc, je pense que ça va être un très bel espace pour exposer au mois d'août. Dernière quinzaine d'août, c'est ça? Dernière quinzaine d'août. Je mettrai aussi Ouais, les détails par d'accord. rapport à ça. Bon, bah c'est bien. Voilà. Eh ben écoute, plein de bonnes choses pour nous inspirer, pour nous donner envie de travailler, pour remplir notre besace d'artiste. C'est bien tout ça. Ouais. Bon, bah écoute Sabina, encore un bon moment passé ensemble. Oui, merci beaucoup. Et puis on se revoit dans 2 semaines. Et ben voilà, dans 2 semaines. Et puis ben merci à vous qui nous écoutez, qui téléchargez, qui êtes fidèles et qui nous faites des retours sympathiques en nous disant que vous appréciez. Oui. Ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait très plaisir. Oui. Voilà. Et ben à bientôt alors. À bientôt. Au revoir.